Et là, le son. Et maintenant. C'est bon? Pas de micro, Pépé, nickel. Voilà, t'es trop en retard, c'est tout. Mais ouais, pas de son, arrête de... Putain, écoutez les mecs sur YouTube, vous avez pas le droit de parler. Vous avez 30 secondes de retard. Parce que vous êtes trop cons pour venir sur Twitch. Vous voyez? Quand on n'a pas de cerveau et qu'on utilise YouTube avec 30 secondes de retard, comprenez que ce que vous écrivez est déjà résolu. Donc quand il y a ce genre de problème, sur YouTube, vous fermez vos gueules et vous laissez les mecs qui sont sur Twitch et qui ont que 5 secondes de décalage avec moi me dire qu'il y a un problème. Voilà. Bah ouais. On est sur Twitch là, on est YouTube, c'est juste, voilà, pour les boomers qui savent pas utiliser Twitch. Voilà. Bon, il y a le sang maintenant, arrêtez de me faire chier. Ouais, ça se somme en plus, au secours. Oh, Tiger Senpai, on somme avant l'exposé, merci. Merci. Il y a beaucoup de choses à dire, on a eu une semaine incroyable. On a eu une semaine incroyable, riche en exploits. Les gars, suis-moi. Merci mec. Riche en exploits, en drama. On a eu du drama exceptionnel, mais c'est bien parce que c'est important de parler de bureaucratie. Je parle souvent de bureaucratie, j'essaie de faire comprendre aux gens comment fonctionne aux États-Unis, parce qu'en Europe on s'en fout, ça tire plus de fusée en Europe. Mais j'essaie d'expliquer un petit peu comment fonctionne tout ce merdier avec... j'ai les deux, je préfère YouTube. Ouais bah alors, ouvre pas ta gueule dans mon chat pour me dire que j'ai un problème technique. Si tu préfères YouTube, ça veut dire que bah tu me sers à rien. Voilà, c'est Twitch qui est pratique quand j'ai un problème technique. Donc reste sagement dans ton coin, écoute, ou barre-toi, je m'en fous, et me fais pas chier quand j'ai un problème. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Bon, on reprend ou pas? Ouais. On tire la bureaucratie cette semaine. Vous allez avoir un énorme paragraphe à la fin où on va parler de SpaceX et de la bureaucratie. Ça a tiré du scud, ça s'est engueulé, ça continue. Il y a du drama. Bon, on va commencer par les petites news, les petites choses, d'accord? Regardez la petite photo qui est sortie hier. Ça c'est... Attendez, je vais virer ma barre de sub. Hop, je vais dégager tout ça. Oh, il y a tellement de photos. Oh là là, ouais, ça a été une très très grosse semaine. Je vais mettre le chat au-dessus. Hop là, voilà. Magnifique. Donc ouais, ça c'est un couteau air. Vous vous rappelez de eSpace? eSpace, ils avaient essayé de poser un lander sur la Lune il y a quelques mois de cela. Ils avaient échoué. Tout à la fin, petit problème de télémétrie, d'informatique. Et ils ont déjà un nouveau rover de près. C'est emballé, pesé, ça part pour Cap Canaveral. Et ça va décoller sur une Falcon 9 début décembre. Bon, il y aura peut-être quelques retards, on verra bien. Mais il y a même un petit rover avec des roues et tout. On espère que cette fois ça va être la bonne pour eSpace. Toutes ces compagnies, elles sont cotées en bourse. Vous pouvez imaginer que les actionnaires font la gueule dès que ça crache un lander sur la Lune. On préférait avoir des belles images et du succès pour faire monter la valeur de l'action. Donc c'est le problème d'être une compagnie publique. C'est que vous avez des comptes à rendre et l'action n'aime pas quand vous échouez. Ce qui est terrible parce que ça vous impose, ça vous oblige au succès. Et ouais, c'est compliqué de toujours réussir, surtout dans ce milieu. On a vu que l'échec fait partie, malheureusement, du merdier. Chez Blue Origin, ça, c'est le booster qui va voler pour le premier vol. Ils lui ont donné un petit nom, voilà. Alors tu me dis qu'il y a une chance. Ah ouais, c'est pour le récupérer. Ah ouais, Blue Origin a l'ambition d'être la première compagnie à tirer pour la première fois une fusée orbitale et la récupérer du premier coup. SpaceX avait mis du temps à apprendre à récupérer la Falcon 9. Aujourd'hui, on est habitué. Donc là, Blue Origin a beaucoup d'ambition. Personnellement, si je devais miser mon argent, je ne mettrais pas sur une récupération réussie. Déjà, s'ils vont en orbite, ça sera pas mal. Réussir à récupérer du premier coup et tout, pourquoi pas, hein. On leur souhaite de la réussite. Donc ils ont donné un petit nom au booster, voilà. Est-ce que tu me dis qu'il y a une chance? Un peu d'humour, hein. C'est vrai que Blue Origin n'est pas connu pour son sens de l'humour, donc c'est bien, voilà, un petit peu d'humour. Bon, les tirs. On a eu un tir, c'était hier, je crois, hier ou avant-hier. On avait, pendant que Starliner et tout ça a eu ses petits problèmes, on avait une mission Soyuz qui se préparait pour faire continuer le turnover à l'ISS. Donc on avait une mission qui était au pad avec deux Russes, Alexei Nikolavitch Ovitchin, Avant Wagner et un Américain, Donald Roy Petit. Et oui,
Ça coopère encore, on utilise, on a des Russes qui sont mis en orbite par les Américains, par SpaceX, et on a aussi des Américains qui sont mis en orbite par les Russes. Donc on avait une mission au pad, voilà les trois gaillards. Hop là. Et le rollout de Soyouz, matez-moi ce monstre. C'est une belle fusée Soyouz, hein. C'est la plus vieille fusée en service, elle vaut rien en termes de prix, ça serait équivalent à une Falcon 9, rien de récupérable, c'est un missile balistique de la guerre froide, et c'est le moyen le plus rapide d'aller à l'ISS en termes de trajectoire, c'est une excellente fusée Soyouz, ils en ont tiré des milliers, c'est increvable ce machin, et ils font du roll-out directement sur rail, sur des machines tout droit sorties de steampunk de la guerre froide, j'adore Baïkonour, hein. Le jour où on va perdre Baïkonour, ça sera terrible pour l'histoire du spatial. Matez-moi les machines. C'est propre, hein. Hop là. Ah non, ça c'est après. Et le tir, c'était c'était hier ou avant-hier. Attendez, je vais regarder. Hop. Ah. C'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Je vais nous mettre le son. Hop là. Hop. Ouais, rien n'est prêt, hein. Rien n'est prêt comme d'habitude. Hop. Je vais mettre la fenêtre. Voilà. C'est parti. Avec les radios des années 60, rien n'a changé. Il a dit envoie Das Vidanier. We now have engine sequence start. The second umbilical tower is now separating. Engines are at maximum thrust, booster ignition now at full throttle, and we have liftoff of Petit, Ochinen, and Wagner, now on their way to the International Space Station as part of a 2-orbit journey. We are seeing good. Bon, ils ont tiré de nuit, donc on n'aura pas des belles prises de vue d'altitude malheureusement. Mais ça dépote Soyouz, hein. Increvable, hein. S'il n'y avait pas SpaceX aujourd'hui, les Américains seraient totalement dépendants des Russes pour l'accès à l'ISS, ce qui est un peu une catastrophe nationale. Ce qu'il a été en tout cas, parce que les Russes ont été. Les États-Unis ont été dépendants des Russes jusqu'à l'arrivée de Crew Dragon. Et les Russes faisaient payer très cher aux Américains le siège, hein. Oh, les radios. Ouais, en tout cas, le vol s'est bien passé. Et ils sont en quelques heures à l'ISS, ça va très vite avec Soyouz pour mettre sur la bonne orbite. Hop là, on va faire ça. Attendez, je mets de l'ordre parce que j'ai après plein d'articles qui viennent, hein. Là, c'est le passage fun, hein, de la minute spatiale, hein. Après, ça va commencer à... Voilà. Et on avait autre chose au pad. Donc, pendant que les États-Unis et les Russes tiraient, qu'on avait du drama aux US avec SpaceX et Starship, on avait les Chinois au pad, la compagnie Landspace. J'ai déjà parlé de Landspace. Landspace, ils opèrent la fusée Zhuqie 2, qui est une des seules fusées au monde en dehors des US qui fonctionne au Metalox. Et c'est la première fusée au Metalox à être allée en orbite. Et ils ont de l'ambition, puisque là, la Zhuqie 3 a vocation à être totalement réutilisable. Donc le réutilisable, vous allez tester pas mal de choses. Donc on avait une Zhuqie 3 au pad. C'était hier, ouais, il y a 3 jours, Et déjà la com est incroyable. Vous vous rappelez de la com d'Ariane et tout ça? Regardez la com de Landspace. Donc ils ont fait un test de monter en altitude à 10-12 km et redescendre. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui savent faire ça au monde. Il y a SpaceX, il y a Blue Origin avec la New Shepard. Et on a pas mal de compagnies qui testent ça en ce moment en vue de faire des 2e étages réutilisables. Des premiers étages réutilisables. Ah! Est-ce que vous avez eu le son, le chat? Est-ce que vous avez eu du son, de la musique et compagnie? Ça ressemble à Starship avec les flammes, plutôt à une... Oui? Non mais putain! Mais arrêtez de venir me spoil Pas de spoil de qualif ou de Formule 1 quand je fais ma minute spatiale. Oui, vous avez eu le son? Ok, alors attendez, je vais l'enlever. Il y avait sûrement de la musique à la con. Alors comment est-ce que j'enlève le son? Attendez, si je fais ça, non.
Attendez. Forcément, j'ai oublié de... J'ai fait des bêtises. Ah, voilà. Desktop audio, non. Ah ouais, c'est pas VLC, c'est le... Si, c'est VLC, normalement. Oh là là, j'ai oublié de préparer ça. Oh bah sinon, comment je peux couper le son? Je vais couper mon son, sinon, là. Ah ouais, il y a de la musique, je vais me faire copyright claim. Je vais me faire copyright claim. Audio mixeur. Merde. Normalement, j'ai... Putain. Ah, attendez, ça, c'est moi qui suis pas prêt. Hein. Je me rappelle plus comment je fais. Collectif des anneaux de pouvoir. Écoute, va voir ailleurs, je fais un truc sérieux, là. J'ai pas le temps de déconner avec tes conneries, ok? C'est gentil, mais voilà, tu vois. Les gens sont chiants, ils comprennent pas quand je suis sérieux et quand je déconne, tu vois. Bon, écoutez, sinon je vais couper mon son, d'accord? Et puis on ira voir à la fin, d'accord? Je vais faire ça. Ou alors c'était celui-là. Non, ça c'est le input, output. Ok, je m'en vais. Ouais, tire-toi. Ciao. Est-ce que le son est coupé de la vidéo? Je pense que oui. Oh, je vais me faire tellement copyright claim. Là, c'est bon? Je crois que j'ai trouvé. Matez un peu les images de dingue. Donc ils sont allés en altitude, ils sont revenus, ils l'ont posé comme une fleur. C'est un énorme pas en avant. C'est là où était Starship il y a 4 ans quasiment. Et il vient se reposer parfaitement. Hop là. J'en ai plusieurs. Donc ils ont fait une chier de vidéos avec plein de prises de vue différentes. Donc ouais, il y a... Ce qu'on voit là, c'est un exploit en termes de technique. Ils ont pas de problème de place dans le désert pour tester. Oh, ils testent ça dans le nord, là. 4 années de retard. Ça va, à long terme, ça se rattrape, c'est pas grand-chose. Les Européens, ils ont 20 ans de retard, tu vois. Donc ouais, les mecs étaient heureux, hein. Les mecs étaient heureux, hein. Et c'est un pas en avant énorme pour eux. Et la prochaine tentative sera sûrement avec un étage entièrement prêt, intégré, quoi, avec une vraie fusée. Matez ça, oh là là, ça c'est incroyable. Donc c'est propre de voir ça, hein. Donc les Chinois qui sont à 100 à l'heure dans le merdier, hein. Et il la ramène comme une... Ouais, il la repose comme une fleur. C'est... Ouais, technologiquement, c'est assez incroyable. On n'aura pas ça en Europe avant peut-être 2026, et encore, si ça fonctionne, vu comment on est lent. Vu comment on est lent. J'en ai encore une petite dernière. Merci, le son. Voilà, le petit atterrissage. Voilà. Donc ouais, propre, hein. Et dites-vous que pendant que Landspace a ça au pad, vous avez une autre compagnie, Deep Blue Aerospace, qui va se préparer à faire la même chose avec la Nebula 1. Donc comprenez qu'ils ont 2 compagnies en même temps qui font ça. C'est de la folie. Et ils ont encore plus qui font autre chose. La Chine au niveau du spatial, et vous avez une quantité de compagnies extrêmement prolifiques. Donc ça veut dire que c'est que vous avez de la main d'œuvre, vous avez de l'argent, et vous avez aussi le talent humain. Hein, le talent humain. Et... Ah, c'est un autre monde, hein. C'est pas l'Europe, hein. Oh là 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 là.
j'ai l'impression de voir deux univers opposés. Vous avez l'Europe où on a Maya Space, une petite succursale qui va essayer de faire son petit machin réutilisable. Et là, vous avez la Chine sur les chapeaux de roue, avec SpaceX tout en haut qui tire tout le monde vers le haut. C'est assez fou. Pendant ce temps, il y a la mission Polaris Dawn qui est toujours... c'est économiquement viable de débuter la conquête de l'espace en 2024. Ah, il vaut mieux commencer tard que jamais. C'est la même chose que je peux te dire en slow. Vaut mieux commencer tard que jamais. Mais ça va être compliqué. Va falloir du talent, de l'argent et de la motivation. Donc on avait la mission Polaris Dawn qui a fait les gros titres. Donc c'est une mission privée. J'ai déjà parlé de Jared Isaacman, le milliardaire américain, qui avait déjà fait une mission il y a quelques années cela, Inspiration 4. Donc ils étaient allés en orbite avec une capsule et ils étaient revenus. Et là, ils avaient prévu de faire la même chose, mais en dépassant largement ses limites. Donc ils sont allés jusqu'à 1400 km d'altitude. Ils avaient prévu une espèce d'EVA, donc ce qu'on appelle une EVA, c'est sortir de la capsule, donc avec un scaphandre et tout ça. Et donc c'est une mission privée, ça n'a rien à voir avec la NASA. Ce qui est assez incroyable justement, c'est aujourd'hui faire des EVA et tout, on en voit souvent des EVA. On en voit chaque mois à l'ISS, et les mecs font ça avec eux sont totalement indépendants, ils font ça pendant 7 heures. Donc on va comparer un peu ça. Et c'est vrai que c'est une technologie qu'on maîtrise, mais ce sont des gouvernements qui font ça. Ce sont des gouvernements, des institutions, et jamais dans le privé, ça n'a été fait. Donc déjà, envoyer 4 mecs, donc un milliardaire qui était accompagné par un ancien pilote retraité, et 2 ingénieurs de SpaceX, hein. Donc j'ai vu, c'était qui l'autre mouche à merde, là, comment il s'appelle Stéphane Israël, sur BFM TV, qui dit oui, mais nous, à Ariane Espace, on fait pas ça, on fait pas du SpaceX. Et j'étais là, mais mec, t'es aigri, quoi. SpaceX, ils envoient des gens dans l'espace. Toi, tu fais quoi? Tu survis avec... Tu survis grâce à la Commission européenne qui force les États à utiliser tes fusées qui sont hors de prix. Bien sûr que t'es pas compétitif, et en plus, tu viens cracher sur Musk et sur le fait que les mecs envoient des milliardaires dans l'espace, quoi. Enfin... Ariane Espace n'a jamais envoyé personne dans l'espace, quoi. À un moment, faut redescendre sur Terre, quoi. Donc ouais, c'était le bal des aigris en Europe, parce que bah forcément, SpaceX envoie un milliardaire dans l'espace. L'importance de ça, parce que les gens, je pense, ne comprennent pas. Parce que c'est vrai que quand on dit oh, bah l'ISS ils font des EVA tout le temps, c'est vrai, c'est pas faux. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc ouais, on a eu déjà donc ils ont leurs scaphandres, là, leurs tenues sont faites pour le vide de l'espace. Alors, comprenez, ils sont branchés sur le support vide de la capsule, d'accord? Ils ont pas de sas, donc ils ont totalement dépressurisé tout l'intérieur. Donc il y a Jared et l'autre nana, Sarah Gillis, je crois, qui sont sortis. Les 2 autres sont restés à l'intérieur, mais ils étaient, eux aussi, tout était dépressurisé, en fait. Ils étaient dans le vide de l'espace. Donc là, toutes leurs combis sont faites. C'était la première fois qu'on testait ces combis-là, vraiment pour le vide de l'espace. Ce qui était quand même l'interview de Stéphane Israël sur BFM et Lunaire. Vous comprenez la déconnexion de ces gens-là, qui sont des technocrates. Est-ce qu'il y a de la jalousie? Je pense que oui. Beaucoup de jalousie, on a fait de la merde depuis 20 ans, mais c'est pas de notre faute. Si, c'est totalement de votre faute. Et il y a de l'incompréhension, de la jalousie. Ils sont déconnectés. Ils sont dans leur petit microcosme maintenant économique, européen. Il le dit lui-même, le pauvre Stéphane Israël. On n'est pas compétitif. Mais pourquoi vous n'êtes pas compétitif? C'est de votre faute si vous n'êtes pas compétitif. Voilà. Donc ouais, ils avaient ces combis-là, donc fallait tester. Donc ça, c'était au pied. Ils en ont chié à la tirer la mission pour des raisons de météo, surtout. Et attendez, on va aller voir le décollage. On va aller voir le décollage de Polaris Dawn. C'était... ils ont tiré à une heure pas possible. Hop là. Hop, hop, hop. 7, 6, 5... Ouais, c'était une mission extrêmement ambitieuse, techniquement. Copy, 1 Alpha. Vehicle switching down range. Oui, il y a aussi de l'anti-Elon Musk. Stage 1 propulsion is nominal. Ouais, le décollage s'est bien passé. Vous avez toujours un peu peur hein, quand il y a des gens à bord. Il y a des gens à bord, quoi. Vous n'avez pas le droit de vous couper, hein. T plus 35 seconds into the Polaris Dawn mission.
Flying crew on board Dragon and Falcon 9 to new heights. Ah bah y'a qu'à voir comment ils sont rigides dans la combi. On voit que les mouvements sont pas fluides ni rien parce que bah, c'est un scaphandre en fait. C'est totalement un And putain we're de scaphandre. throttling down in preparation Throttle down. for Max Q. Donc ouais, on va pas faire tout le décollage, mais tout Next call out, ça c'est sûr. Regardez, là ils sont à l'intérieur. supersonic. And there on the left side, we got the Falcon Polaris 9 Dawn is crew. supersonic. Thumbs up from the pilot on the left side there. Max Q. Ouais, on va pas faire tout ça parce que c'est de nuit et tout. Mais ça s'est superbement bien passé. Et c'est vrai que bah après, le lendemain, 2 jours après, je crois, on a eu le VA. Je vais pas vous montrer le détail, vous pouvez aller voir. Hein, tout était en live et tout. Hein. Hop. Non. 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 Voilà. Donc là, ils sont à 1400 km. C'est le plus haut qu'un être humain, enfin, est-ce qu'on peut parler de haut? Le plus loin qu'un être humain est allé de la Terre depuis 72. Depuis 72, on glande en orbite basse avec des gens. C'était les dernières missions Apollo. Et on n'était jamais allé plus haut que ça. Et c'est vrai que... bah, on vient de... On slack. On slack, Caradoc. On slack. Oh, moi je pète la forme, mec, merci. J'espère que toi aussi ça va bien. Donc ouais, là, c'était la première fois qu'on allait aussi loin avec des gens, et c'est la première fois que des femmes. C'est la première fois que des femmes vont plus loin que l'ISS. Bah ouais, dans le programme Apollo, il n'y avait pas de femmes. Et bah là, c'est la première fois qu'on avait 2 femmes bah, qui allaient aussi loin de la Terre. C'est un record. Ça n'avait jamais été fait avant. Donc ils sont allés à 1400 km en orbite, au moment où ils étaient le plus lointain, sur l'apogée, je crois. Et... ben voilà ce que ça donne quand ils sont à 1400 km. Il y avait des caméras de mise sur Crew Dragon. Donc là c'est en vitesse réelle. Hein. Go SpaceX. Et ouais, la vue est belle de là-haut, hein, donc ils sont bien plus Dragon, hauts que l'ISS. you've soared to L'ISS over fait 1,400 kilometers. presque collé à la Terre, farther from à cette Earth distance. than any other person Ils since sont the loin à last 1400 Apollo km, mission donc ouais, c'était... over 50 years On ago. n'était pas allé aussi haut depuis 72. 1400 km, ouais, et Périgée, ouais, Apogée c'est le plus loin, Périgée c'est le plus près, c'est ça. Copy that, SpaceX. We all look forward to our Ouais, friends at the Artemis super program perf. to Et take us quand to ils étaient, even greater combien le heights. billet déjà? Ah bah c'est pas... Bah si t'as 100 millions de dollars, ça peut se faire. Hein. Well said, Dragon. Ouais, 150 millions de dollars. Tu sais, moi j'ai 150 millions de dollars, je fais ça. Hein. Littéralement, hein. Tu me donnes 150 millions de dollars. Si je finis à 0, je fais ça. Rien à foutre. Hein. On n'a qu'une vie. Hein. Et on a eu notre VA. On a eu notre VA en live. Donc on a eu la chance d'avoir tout ça en live. Eh, on est à 700 km d'altitude. On avait de la HD. Bah ouais, on avait de la HD. Parce qu'à bord de Polaris Dawn, ils voulaient tester au passage des nouvelles technologies. Il y avait Starlink. Il y avait Starlink à bord et ils voulaient tester les lasers de Starlink directement en connectant. Et ça marche du tonnerre. Là, il y a la nana, elle avait amené son violon. Elle a fait du violon en apesanteur. Violon en apesanteur connecté par Starlink. Donc ouais, c'est une mission touristique, on peut le dire. Mais ces gens-là se sont entraînés depuis plusieurs années. C'est un entraînement de dingue. Vont-ils réussir à rentrer ou demander à Starliner? Non mais mec, mais... Je comprends même pas ce que tu racontes, quoi. Qu'importe. Donc ouais, et... Ils ont... énorme démonstration technologique. Donc Jared Isaacman, il aurait pu demander, vu que c'est lui qui paye, bah écoutez, on fait rien. Mais Isaacman, il a dit, bah écoutez, on va tester plein de nouvelles choses. Si vous voulez qu'on teste des nouvelles technologies que vous avez, mais que vous n'avez pas pu tester, on va le faire. Donc ils ont testé les combinaisons, ils ont testé du Starlink, ils ont amené plein de conneries avec eux pour expérimenter. Et c'est vrai que, bah écoutez, les deux nanas là, les deux nanas ingénieurs à SpaceX, je peux vous dire qu'elles, elles sont pas milliardaires, hein, elles auraient jamais pu se payer ça. Hein. Donc ouais, putain, moi je veux bien qu'on me paye demain, un milliardaire, me paye un voyage dans l'espace, aller 5 jours en orbite et faire une EVA, mais tous les jours. Je suis prêt à mourir là-haut, moi, si vous me laissez, hein, c'est bon, hein. Tranquille, hein. Non, mais putain, alors toi, Touinouille, tu viens de spoil, je vais te ban. Voilà. Alors, ban, au revoir, Touinouille. Voilà, ne venez pas me spoil de la F1, sinon vous êtes ban. Voilà, je viens de ban ce malheureux. Il viendra s'expliquer en privé. Il viendra m'expliquer en privé pourquoi il m'a ban.
Voilà, ne me bannez pas. Ne me bannez pas. Ne me spoilez pas. La F1, c'est SpaceX. Là, c'est SpaceX. Là, c'est uniquement SpaceX qui faisait la mission Polaris Dawn. Alors, peut-être que des gens ont peut-être pas compris ce que ça représente. Parce que, comme je dis, on fait beaucoup de VA, PP en débris spatial. Ah, ça serait incroyable. PP en débris, la congelée. Jamais ce genre de choses, c'est l'apanage des gouvernements. Bah ouais, tout le monde n'a pas l'argent pour faire ça, c'est les gouvernements qui font ce genre de choses. Dans les années 60, la NASA avait lancé le programme Gemini. Vous connaissez sûrement pas, vous connaissez le programme Apollo, mais avant le programme Apollo, il y a eu le programme Gemini, pour valider des technologies et tout ça. Et Gemini, bah on a eu vraiment les premières EVA américaines. Regardez, ça c'est Ed White en 66. Qui teste, donc lui aussi, on n'a pas les grosses combis de la NASA, il est branché directement sur le vaisseau, et on a eu les premiers tarés qui ont fait des EVA. Ces mecs-là, ils y allaient pour mourir, hein. C'était des malades à l'époque, hein. Aujourd'hui, on sait qu'on peut le faire, mais à l'époque, ils savaient pas. Et là, on a les mecs qui sont allés tester dans les années 60. Ils sont allés tester les combinaisons, le matos et tout, donc c'était des pionniers à l'époque, hein, dans les années 60. Donc c'était la NASA avec plusieurs centaines de milliards de dollars derrière qui était capable de faire ça. Et donc ouais, on peut se poser la question. Regardez, ça a été pris en 66, Gemini 11. Et là, vous avez SpaceX Polaris Dawn. Pour ceux qui comprennent pas, je vais vous le dire en une phrase. SpaceX a son propre programme Gemini. SpaceX, une compagnie indépendante qui a ses propres fusées, ses propres lanceurs, a formé ses propres astronautes, entièrement indépendante de A jusqu'à Z au niveau équipement, a son propre programme Gemini. C'est ça, le truc dingue. C'est qu'ils ont leur propre... ils sont capables de faire ça à 100%, sans l'aide du gouvernement. C'est... Je sais pas où ça nous amène. Peut-être un jour une station spatiale SpaceX. D'autres compagnies le feront peut-être mieux. On voit bien l'interprète, t'embête pas avec ça. Les platistes vont te dire que c'est la lentille, il y a des lentilles spéciales Eagle Eyes qui permettent de faire des trucs grands et tout. Ou c'est généré par IA, quoi que tu dises, quoi que tu montes, quoi que tu fasses. Il y a des gens, ils seront dans le déni, qu'importe, on s'en fout des platistes. Donc ouais, SpaceX a son propre programme Gemini. Et ça, c'est un truc de dingue. Et où ça nous amène, j'en sais rien, en termes de privatisation et tout ça. Mais la NASA applaudit parce que la NASA veut de la privatisation à outrance parce que c'est ce qui marche le mieux en termes de coûts. Mais c'est un truc de dingue de voir ça, quoi. Ah, c'est incroyable, hein. Donc ouais, on a eu des superbes images. Je vous invite à aller voir. Surtout que c'est... regardez, Gemini 11, c'était le 12 septembre 66. Exactement comme Polaris Dawn. C'est... Et ouais, c'est... Alors là, Gemini 11, ils avaient plus de couilles, hein. Le mec s'était carrément relâché du truc et tout. Enfin, faut avoir des baloches, hein. Mais c'était une autre époque, les années 60. Les mecs pouvaient prendre des risques de fou et tout. Comme je dis, c'était aussi des pilotes d'essai prêts à mourir et tout. C'était une autre époque au niveau règles de sécurité et tout. Donc là, Jared, il est resté bien accroché au merdier, je peux comprendre pourquoi. Mais ouais, très très impressionnant de voir ça. Donc ouais, SpaceX a son propre programme Gemini et elle contrôle tout de A jusqu'à Z. Des astronautes à la capsule, au lanceur, ils récupèrent tout. C'est un événement assez incroyable qui n'est pas apprécié à sa juste valeur, je pense. Comme lui, j'ai vu beaucoup de gens aigris. Là, il y avait un député de Bordeaux qui était là, un écolo de merde. Oui, t'y crois au planning Mars, Elon Musk, absolument pas. Mais ça, c'est encore un autre problème. Et le député bordelais de EELV, les Verts, était là. Oui, c'est pour les milliardaires, il faut qu'on arrête de faire ça. Vous vous rendez compte, un député... Le mec ne comprend pas l'aspect technologique de faire ça, de dépasser nos limites et d'essayer d'aller toujours plus loin, quoi. Merde, on est des explorateurs. Il faut qu'on fasse ça. Qu'importe que ce soit un milliardaire qui ait mis l'argent sur la table, il aurait préféré quoi, le Bordelais, là? Que le milliardaire, avec cet argent, il s'achète un yacht et des putes et de la coke? Peut-être, hein? Peut-être, hein? Le niveau en France est pathétique. Le niveau en France est pathétique. Ces gens sont absurdes. Et ils sont dans une posture où ils sont convaincus d'être le bien absolu, tu vois. C'est terrible. Il faut arrêter les voitures, c'est pour les riches. Absolument. Absolument. Donc j'ai bien rigolé
Sur YouTube, il y a un mec qui a débarqué qui m'a dit Starlink, c'est une énorme fraude et tout. Quand les gens viennent dans les commentaires des vidéos YouTube des minutes spatiales, des platistes, des complotistes, des anti-Musk et tout, je réponds jamais, je rigole avec eux, je débat pas, j'aime pas débattre, YouTube n'est pas une bonne plateforme de débat. Et là, le mec m'a balancé Starlink est une énorme fraude et tout, je dis écoute, pépère, libre à toi. Donc cette semaine, je m'adresse à toi, camarade. Tu connais peut-être pas cette compagnie, United Airlines. Vous connaissez United Airlines? C'est une des plus grosses compagnies en opération en US, plus de 1000 avions. Donc c'est une très très grosse compagnie, United Airlines. Et United Airlines, cette semaine... Ah oui, ils ont simplement annoncé qu'ils allaient équiper toute leur flotte de Starlink. Toute leur flotte. L'entièreté de leur flotte. Pour mettre du Wi-Fi dans les avions. Plus de 1000 avions. Donc voilà ce que fait... Voilà ce que fait de la fraude. Starlink, aujourd'hui, est en situation de monopole. C'est même pas moi qui le dis, c'est le FCC. Le FCC, la commission des communications américaines aux US, qui disait, donc l'agence fédérale, qui disait bah oui, mais Starlink, on veut pas leur donner trop d'argent parce qu'ils sont déjà en monopole. Là, bah ouais, mais les mecs, si la compétition est nulle à chier, c'est pas de la faute de SpaceX, c'est de Starlink. Donc ouais, là vous aviez United Airlines qui a simplement annoncé qu'ils allaient équiper l'entièreté de leur flotte. Alors je dis souvent que Starlink en ce moment est en train d'exploser, ils ont plus de 3 millions d'abonnés. La semaine dernière, en Australie, il y avait une promotion sur Starlink. Et on est passé de 2,5% d'Australiens, de foyers australiens équipés de Starlink à 3% en une semaine grâce à la promotion. On parle de centaines de milliers d'Australiens qui se jettent sur Starlink parce que la technologie est exceptionnelle, pas trop chère, et c'est un super compromis. Et Starlink en ce moment est en train de faire un tsunami sur l'internet par satellite parce qu'il n'y a pas de concurrence. Et la 4G, ta 4G elle est pas par satellite. Ta 4G elle est dépendante d'infrastructures terrestres. Est-ce que tu as de la 4G au milieu du Sahara par exemple? Tu peux avoir Starlink. Si l'Algérie ouvre Starlink, tu peux avoir Starlink dans le Sahara. Ou alors au milieu de nulle part. Voilà. Pour faire chez Musk, ça c'est encore un autre problème, on n'est pas à faire de politique. Mais peut-être qu'un jour ils le feront. Donc en tout cas, on avait United Airlines qui a fait péter un énorme contrat. Donc comprenez que c'est un énorme message à l'industrie en disant on va prendre Starlink avant que vous le fassiez. Parce que la technologie fonctionne et on veut donner à nos clients de l'internet super qualitatif dans les avions. Donc ça va faire accélérer le mouvement de Starlink, le plus gros armateur au monde. Qui opère 900 bateaux, je crois. Ils sont en train d'équiper aussi toute leur flotte de Starlink. Donc ouais, comment vous voulez que je réponde à quelqu'un sur un commentaire YouTube qui me dit que Starlink est une fraude? Je lui dis quoi, moi? Je rigole, hein. L'humour est la meilleure source de réponse. Et le meilleur moyen de répondre à des gens qui ne veulent pas s'informer eux-mêmes ou se renseigner. C'est bon, quoi. Donc ouais, très incroyable, hein, un tel contrat. Vous savez que ça, c'est plus de 100 millions de dollars par an. Hein. Peut-être entre 100 et 200 millions de dollars par an. Hein. C'est dingue, hein, en termes de coût, ce que ça représente d'équiper 1000 avions. D'ailleurs, je me suis trompé, hein, mais... regardez. Le fameux LV sur ta chaîne. On a, avec Polaris Dawn, avec la mission de Soyuz, on a eu un record de gens dans l'espace en orbite. 19 personnes en orbite, en même temps, du jamais vu. Jamais l'espace n'a été aussi prolifique, jamais on a eu autant de moyens de lancement, et on a 3 taïkonautes, on a un paquet de Russes et d'Américains à l'ISS. Regardez les drapeaux. Qu'est-ce que vous notez? Sur les 19 personnes... Seulement 3 nationalités. Russes, Américains, Chinois. Les 3 premières nations du spatial. Pas un Européen. Parce que je le dis toujours, l'Europe est un pays mineur. L'Iran et la Corée du Nord ont tiré plus que les Européens cette année. Nous sommes un partenaire mineur du spatial mondial. L'Europe, un continent entier. La Chine est plus avancée que nous en programmabilité. La Chine, avant décembre, va tirer Gangayane. Et vont tester Gangayane. Il n'y a aucun Européen parce que
malheureusement, l'Europe et l'espace, bah, on est dépendant des Américains, on est dépendant de SpaceX, on est dépendant de la NASA. On a Axiom qui est là, qui nous offre un chemin un peu détourné, mais à la fin de la journée, on n'a pas de moyens de lancement, on n'a pas de programme habité, on est totalement à la rue. Et là, ce que vous voyez là, c'est une cruelle représentation de ce qu'est le spatial aujourd'hui. Tout simplement. Et Monsieur Israël qui va sur BFM cracher à la gueule de Musk, de SpaceX en leur disant gné gné gné. Ouais, bah, t'es responsable de ça aussi indirectement, pépère. Voilà. Terrifiant. Bon, la semaine, je crois que c'était la semaine dernière où je vous avais montré le bateau de Blue Origin. Voilà les deux barges côte à côte. Pour ceux qui avaient... certains m'avaient demandé à quoi ressemblent les barges quand elles sont côte à côte. Voilà à quoi ressemble la nouvelle barge de Blue Origin pour récupérer la New Glenn. Et voilà une petite mission qui revient de SpaceX. Voilà ce que ça donne. Donc ça... Ouais, la barge de Blue Origin a l'air un petit peu plus grosse, mais pas tant que ça non plus. Voilà. Donc voilà à quoi ressemblent les deux barges. Bah oui, ils partagent les mêmes infrastructures à Cap Canaveral. Vous avez un petit port pour le matériel spatial et ils ont chacun leurs installations. Donc c'est génial. Et peut-être qu'un jour, l'année prochaine, pas improbable, si Blue Origin arrive à récupérer à un moment la New Glenn, on espère, on aura peut-être les deux barges avec une mission Starlink qui revient et un premier étage de New Glenn côte à côte. Ça serait incroyable. Mais on espère. Plus propre. Ouais, mais il y en a un qui tire et qui utilise des fusées, tu vois. Et il y a l'autre, pour l'instant, qui fait de la figuration. Et ouais. Bon, on va parler de drama maintenant. Attends, je regarde si je mets tout à jour. On va parler de drama. On attendait un vol de Starship imminent. Eh ben non. Cette semaine, SpaceX, le 10 septembre, a publié un gros pavé sur son site internet en disant que la FAA les a informés que la licence arriverait fin novembre. Je vous laisse imaginer la colère. Alors ils étaient au courant depuis 2-3 jours puisque Musk, le jour avant, il était invité à un congrès, avait poussé une gueulante sur la FAA. Donc la licence ne sera pas là avant fin novembre. Ça a fait grand bruit. Vous pouvez imaginer, les mecs ont la fusée la plus grosse de l'histoire de l'aérospatiale au pad. Ils peuvent pas la tirer. Pour des raisons environnementales. On va rentrer un petit peu dans le détail de quoi il s'agit. Donc je vais vous montrer le pavé de SpaceX. Donc SpaceX a tiré à balles réelles. C'était le 10 septembre. La date est importante parce qu'il s'est passé quelque chose le 10 septembre aussi. Donc ils ont juste marqué update avec le titre les Starships sont faits pour voler 10 septembre 2024. Même l'heure est importante à laquelle ils l'ont posté. Donc ils vous expliquent tout le programme, le vol 5. Et ils vous disent après le problème autour du système de déluge, que SpaceX ne récupère pas l'eau du déluge, ce qui fait qu'il y a de l'eau qui se barre au moment des essais, qui se barre autour, dans la verte, quoi. L'eau se taille, l'eau est potable. Il y a des activistes très mal intentionnés qui sont anti-SpaceX et Musk depuis des années, avec la presse, qui ont attaqué SpaceX en leur disant « Oui, mais votre eau est contaminée avec du mercure !» Ça a été prouvé que non par la FAA et SpaceX. Néanmoins, SpaceX a pris une amende par le département de l'écologie du Texas parce que c'était contre la régulation de balancer de l'eau, même potable, de l'eau dans la nature. Ils sont dans une zone humide, hein, vous allez rire. Hein. Et SpaceX se retrouve donc à devoir payer 150 000 d'amende. Vous me direz, c'est pas grand-chose, Mais c'est pour le principe. Et la FAA, dans le doute... Kalel, merci pour le sub, mec. On vient lâcher un sub, c'est moi qui te remercie. Et donc ouais, tout ça a fait que la FAA, sortie de nulle part à la mi-septembre, a demandé des nouvelles enquêtes. Des nouvelles enquêtes aux agences locales pour des études d'impact de l'eau pure et douce dans la zone humide. Le temps de demander des enquêtes, vous vous retrouvez avec des mois et des mois supplémentaires. Voilà, l'eau aurait été vraiment polluée, vraiment de l'eau polluée, ça aurait été grave. Et oui, ces enquêtes auraient été nécessaires. Mais le problème, c'est que c'est pas le cas.
Vous allez rire. Donc je vais pas rentrer dans le détail de ça, mais je vais vous expliquer le problème avec la FAA. Ça, c'était cette semaine à Boca Chica. Tempête tropicale, route inondée. Les mecs se plaignent, on se bat, on fait ce qu'on appelle de la red tape. Retenez souvent ce nom, je l'emploie. C'est le terme pour de la bureaucratie aggravée, de la red tape. Les mecs font de la red tape à cause d'un peu d'eau qui est dégagé du déluge. Regardez, ça c'était cette semaine à Boca Chica, la route inondée, tempête tropicale, les quantités de flotte qui sont tombées au pad. Vous voyez un peu l'absurdité. Et c'est vrai que Musk était furieux, chez SpaceX on est furieux aussi, et voilà. Donc, pour faire simple, la FAA a retardé SpaceX de 2 mois pour demander des études environnementales, des nouvelles études environnementales par rapport à l'impact de rejeter de l'eau douce dans le système du déluge, donc dans la nature, et ça prend du temps. Et oui, donc je vais vous parler un peu technique. Donc, beaucoup de gens blâment la FAA, j'ai vu aussi beaucoup de gens dire « C'est politique, Trump et Musk sont de lit, alors on utilise la FAA pour les punir. » Peut-être. Je peux pas prouver que non. Mais tous les gens qui disent ça peuvent pas prouver que oui non plus. Pour faire des accusations comme ça, il faut des preuves. Et ils en ont aucune, ces gens-là. Donc moi, je vais refuser de retenir cette option parce que j'ai tellement de grains à moudre sur la FAA et tout ça que ça ressemble à de la bureaucratie crasse et rien d'autre. Voilà. Donc pour faire simple, la FAA ne fait pas ses études, d'accord? Ses études environnementales. Alors, quand vous demandez des licences de tir, tout ça, ça rentre dans la licence de tir de Starship. Par rapport à tous les États-Unis, imaginez Blue Origin, Rocket Lab, ULA, toutes ces compagnies, c'est quand même une énorme paperasse pour que ces gens obtiennent des licences de tir et tout ça. Combien vous pensez de gens à la FAA, donc notamment la FAA, c'est aussi les avions et tout, hein. Combien vous pensez de gens à la FAA bossent sur les licences de tir? Combien vous pensez de gens bossent sur les licences de tir sur l'ensemble du spatial américain? Et c'est énorme. Combien vous pensez de gens bossent à la FAA sur les licences de tir et le processing des licences de tir? 50, 2000, 2 ou 3 personnes? Ils sont 159. Vous avez 159 personnes dont le boulot est de gérer tout ça. Donc comprenez que là, quand la FAA demande des nouvelles études d'impact, c'est pas eux qui vont faire ça. Ils en ont pas les moyens, ils ont pas la compétence. Ils vont aller voir une autre agence fédérale qui s'appelle... Moi, je les appelle Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Voici une autre agence fédérale, the US Fish and Wildlife Service, qui, eux, gèrent encore dessous eux des scientifiques locaux et tout ça. Donc la FAA va demander au US Fish and Wildlife Service de faire des sous-études. Et après, tout ça va remonter. Et tout ça, ça prend des mois. Ça prend des mois. En termes c'est vraiment... comme je les appelle, c'est Robert, Roger, Raoul et André avec leur taille-crayon et tout ça. Donc tout ça, c'est une chaîne fédérale. Ne vous méprenez pas. Là où la FAA, je pense, est très neutre et bosse avec SpaceX en bonne entente depuis 20 ans, on le sait qu'il y a des gens dans le US Fish et Wildlife Service, entre autres des scientifiques locaux, qui eux sont notoirement anti-Musk, anti-espace en général, anti-modernité, et ces gens-là, eux, peuvent traîner des pieds autant de temps qu'ils le veulent, et le font. Donc ouais, on a aussi ce genre de problème où vous attendez un papier qui arrive jamais. Ah j'ai oublié de faire l'étude. Ce genre de choses arrive. Et c'est de ça que SpaceX gueule. SpaceX dit, vous nous niquez pour des conneries d'eau douce alors qu'on est dans une zone tropicale, et vous nous niquez pour des études à rallonge encore et encore et encore en passant par des sous-traitants de sous-traitants, et vous nous retardez de 2 mois. SpaceX gueule, à juste raison. Donc là, comme je dis, ils ont publié leur énorme pavé. Ça, comprenez que c'est un scud à la gueule de la FAA. On va pas lire le truc en détail, mais ils tirent un missile balistique à la tronche de la FAA, en leur disant, vous nous cassez les couilles, on a tout fait dans les règles, ou presque, l'erreur est humaine, on a balancé la flotte, on n'avait pas la licence, l'eau est potable, sinon on l'aurait pas fait, blablabla. SpaceX a aussi ses torts, et je vais reparler de ça, parce que certains ont tendance à mettre SpaceX sur un piédestal, mais c'est plus compliqué que ça. Donc en tout cas,
on empêche quand même, comprenez que c'est stratégique tout ça, c'est pour retourner dans l'espace, c'est le programme Artemis. Vous avez vu que la Chine met les bouchées quintuples aussi pour avancer dans cette direction. Et bah, SpaceX décide de s'en prendre dans la FAA et attaque la FAA ouvertement, parce qu'ils s'estiment lésés. Ils ont posté ça le 10 septembre. Au même moment, il se passait quelque chose le 10 septembre, et le timing n'est pas anodin. Nous avions au Congrès... Regardez la date, hein. Regardez la date. L'article est sorti le jour même. Au Congrès, on avait la réunion, on avait une audience du comité subspatial du transport qui gère, entre autres, la FAA. Donc ces gens et l'industrie, le New Space. Donc c'est pas que SpaceX. SpaceX gueule, parce que SpaceX a une paire de couilles avec Musk, entre autres. Il gueule ouvertement, mais tout le New Space, toute l'industrie du spatial est mécontent avec la FAA et les licences et les régulations. SpaceX a posté ça au moment de l'audience. Hein. Ils étaient déjà au courant depuis quelques jours. Ils ont décidé de poster leur gigantesque pavé et d'envoyer ça au Congrès. Donc ils avaient déjà averti. On va parler politique maintenant. De comment fonctionne le politique aux US. Les grosses compagnies de lancement, que ce soit SpaceX, Northrop Grumman, Lockheed Martin, ULA, Boeing, ont leurs représentants. Bah oui, logique. Généralement, SpaceX au Texas, SpaceX est très, très lourdement implanté au Texas. Entre Boca Chica, McGregor, Austin, ils sont représentés. Donc les sénateurs américains qui ont les compagnies d'Elon Musk sur leur sol bah, vont être enclins à demander des questions et à défendre les intérêts de SpaceX. C'est logique. Elon Musk amène du taf sur les terres. La contrepartie, c'est qu'on va peut-être, quand Elon Musk est pas content, voir ce qui se passe. Et c'est vrai que vous vous retrouvez dans ce schlimbling politique où les compagnies... Est-ce que c'est du lobbyisme? Complètement. Mais le lobbyisme fait partie de la politique américaine. Et toutes les grandes compagnies, que ce soit ULA, même la NASA, a ses représentants, des gens qui les défendent, qui défendent leurs intérêts politiquement. Donc le 10 septembre, vous avez le même jour, à la même heure où SpaceX poste le machin, vous aviez l'audience. La NASA ne dit rien. Non, la NASA ne dit rien. Par derrière, elle peut passer des coups de téléphone. Mais là, c'est SpaceX qui réglait ses comptes avec la FAA. Et donc, au même moment, vous aviez cette audience où donc, vous aviez le patron de la FAA qui était devant les membres du Congrès. Alors moi, j'ai regardé ça en live. Ne le faites pas, c'est très chiant, mais c'est très amusant. Donc, vous aviez les membres du Congrès de l'industrie spatiale critiquent la FAA de par son implémentation de nouvelles régulations autour des licences de tir. Et le New Space revendique que ces nouvelles régulations menacent la compétitivité américaine dans l'espace. Donc le 10 septembre, on avait une audience de la Maison des Sciences, donc qui est le sous-comité, blablabla. Et entre autres, la FAA est en pleine réforme en ce moment avec ce qu'ils appellent l'article 450, qui est censé faciliter pour les compagnies l'obtention d'une licence, alors qu'en fait, ça les complique. Voilà. C'est le problème, c'est que la FAA, en essayant de faire plus simple, vous voyez, typique bureaucratie, on essaie de faire un truc plus simple, mais en fait, ça se révèle encore plus compliqué. Voilà. Donc, on avait le patron... C'est important, ça. C'est le patron de la FAA qui est sous serment, devant les membres du Congrès, qui font partie de ce subcomité. Donc, généralement, dans les sous-comités comme ça spatial, vous avez des démocrates et des républicains, d'accord? Et ces gens-là ne sont pas là pour la politique. On a eu des démocrates qui tapent dessus aussi. Les démocrates ont parfaitement conscience, en tout cas, de l'importance du spatial aussi. Faut pas juste voir les luttes partisanes, Trump, Harris, élections et tout ça, d'accord? Vous avez aussi des gens qui ont, dans les deux camps, qui ont conscience de l'importance du spatial. Faut pas oublier ça. Donc ouais, on avait des gens extrêmement mécontents, qui critiquaient simplement, on va pas tout traduire, hein, mais qui disaient pourquoi est-ce que c'est aussi long? Et vous l'avez en live, ça, hein, les gens disent... Et ça passait à la rôtissoire, et les membres du Congrès ont parfaitement conscience que ça nuit à la compétitivité américaine dans le programme Artemis, et ils le disent au patron de la FAA, vous êtes en train de nous foutre dans la merde, parce que vous prenez trop de temps à faire passer les licences, vous étiez censé développer une nouvelle méthode pour que ça aille plus vite, au final ça va plus lentement, les compagnies sont mécontentes, nous sommes mécontents, et vous avez derrière les compagnies qui ont leurs représentants, ou en tout cas leurs représentants au Congrès, qui font partie aussi de ce comité. Et tout ça, tout le monde est d'accord sans exception pour dire que ça ne fonctionne pas, sauf le patron de la FAA.
Et le patron de la FAA, tout en bas, se défend. Alors regardez, là vous avez Hayley Stevens, donc c'est démocrate, la représentative démocrate du Michigan, qui dit « Nous sommes dans une soupe bureaucratique. Nous n'irons pas sur la Lune à moins que nous ayons des vaisseaux commerciaux fonctionnels, donc Starship. Mais quelque chose ne fonctionne pas ici, sans déconner. » Et c'est vrai que vous avez tout le monde... Là, vous avez le sénateur républicain du Texas. Ça, vous pouvez être sûr que vous avez l'ombre de SpaceX et d'Elon Musk derrière cette personne. À juste raison, hein, là, c'est pas une critique, hein, tout le monde le fait, hein, Blue Origin aussi et tout. Hein. Écoutez ce que dit le sénateur Brian Babin du Texas. Le système pour les licences avec le nouvel article 450 est en train d'avancer à un rythme d'escargot. Et il n'y a que 6 compagnies sur 30 qui sont parvenues à remplir les documents. Alors là, on vous le dit, il y a 158 personnes qui bossent à la FAA pour le spatial, ce qui est rien du tout par rapport au New Space. Et ils ont une augmentation de budget en 2004 et ils vont encore avoir une augmentation de budget en 2024 pardon, et 2025. On va aller tout en bas parce qu'on parle de Starship. Hein. Vous pouvez être sûr que l'ombre de Starship était derrière ça. L'ombre, SpaceX est très vocal, sait se faire entendre, a aussi des alliés. Vous avez les Space Force, la NASA, qui sont des alliés de SpaceX. Tout n'est pas lutte partisane autour de la politique et des élections qui arrivent. Et SpaceX a des alliés. Donc l'ombre de Starship était totalement derrière cette audience, d'accord? Et en effet, on a parlé de Starship à la fin, où ça a gueulé de pourquoi. Donc là, c'est tout ce que SpaceX dit autour des analyses environnementales superflues, qui nous font perdre du temps, blablabla. Voilà. Donc ouais, vous avez le sénateur républicain de Californie, Mike Garcia, qui a commencé à amener le sujet de Starship sur le... Sachant que SpaceX n'avait aucun représentant. Mais voilà, donc vous avez le sénateur républicain de Californie qui mentionne le sujet. Voilà. Et Coleman qui est le patron de la FAA, écoutez, moi j'ai regardé ça en live, le pauvre Coleman, il s'en est pris plein la gueule. Hein, comprenez que c'est pas des commissions où on est gentil. Les mecs sont sous menace de parjure. S'ils mentent, ils peuvent finir en prison pour ça. Vous pouvez pas mentir devant une commission comme ça d'enquête du Congrès. Et le Coleman se fait rôtir parce que il a que 159 personnes pour gérer l'entièreté du New Space. Et donc vous avez Coleman qui mentionne le Starship et qui dit « Oui, mais SpaceX, ça fait 4 vols qu'ils ont sous la ceinture et à chaque fois, ils demandent des modifications à la licence parce qu'ils amènent des nouveaux engins. » Comprenez l'absurdité de ce qu'il dit. Coleman dit « Mais nous, on voudrait bien donner plus vite les licences à SpaceX, mais il faudrait que Starship ne change pas. » Hein? Vous voyez le truc? Et il dit à chaque fois que SpaceX fait des modifications sur son vaisseau Starship, ou alors sur le plan de vol, on recommence tout à zéro et tout. Et c'est sans fin. Le problème, c'est qu'ils veulent beaucoup tirer, et on n'a pas le temps de faire la paperasse. En plus de ça, il y a des accusations autour de l'eau potable qui est balancée, donc il faut qu'on redemande des enquêtes. Et voilà l'absurdité du truc. C'est absurde. Et tout à la fin, vous avez... Alors moi, j'ai vu ça en live. Allez le voir. Vous pouvez le trouver sur Twitter. Vous avez Rich McCormick, encore un autre sénateur républicain Georgia. De Géorgie. Et il demande cette question à McCormick. Est-ce que vous réalisez que la technologie change littéralement tous les jours? Qu'il demande à Coleman. Et en fait, il lui a même pas laissé le temps de lui répondre et il lui dit... C'est vous qui êtes responsable, c'est à vous de faire la différence, vous devez déterminer à quelle vitesse vont le processus, et si vous n'êtes pas capable de faire ça, alors nous devrons procéder à des changements. Pour ceux qui ne parlent pas politique, ça c'est une menace. Ça c'est une vilaine menace à l'encontre du patron de la FAA en lui disant « Nous sommes mécontents de votre travail, et si vous n'êtes pas capable de faire votre travail, on va trouver quelqu'un d'autre qui le fait mieux. » Ça c'est une menace. Ça c'est en live, hein, il le passe en live, hein, moi j'ai vu ça, je suis là, ouh, quand vous parlez politique, oh le sel. Donc ouais, ça pique. Maintenant attention,
le Congrès se plaint de la FAA et de Coleman, mais le Congrès, ils sont aussi responsables de ça. C'est eux qui donnent pas de budget à la FAA. C'est eux qui donnent pas assez de budget. Donc là, je le dis souvent, le Congrès est une entité politique extrêmement cynique, puisqu'ils se plaignent des conséquences, alors qu'ils sont aussi responsables des causes. Là, c'est pas SpaceX les responsables, et moi je dis que c'est même pas la FAA les responsables. C'est le Congrès depuis le début, qui est pas foutu d'injecter assez d'argent pour résoudre des problèmes. Alors, la FAA s'entend bien avec SpaceX. Je l'ai toujours dit, la FAA a de très bonnes relations avec SpaceX, ça fait 20 ans qu'ils bossent ensemble, il y a un mec de la FAA en permanence là-bas. Le souci, c'est qu'on voit maintenant les limitations de la FAA. Pourquoi ? Parce que à cause de Starship. Starship est un monstre qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'aérospatiale. Et oui, par rapport aux régulations actuelles, Starship va avoir besoin de beaucoup d'attention de la part de la FAA, de la part de tout le monde. Et c'est là où va falloir faire des choix. Est-ce qu'on reste sur ce modèle de la FAA, une FAA pataute qui a pas assez de moyens pour gérer Starship? Parce qu'ils ont juste pas assez de moyens pour gérer Starship, c'est ça le truc. Ou alors est-ce qu'on a un bureau de la FAA que pour Starship? Dans ce cas-là, il va falloir mettre de l'argent, des moyens pour que ça aille vite. Est-ce qu'on vire l'espace de la FAA et on crée ce qu'il faudrait faire, une agence spatiale qui gère que les licences et la régulation? Et ils sont là, il est là le problème. Donc c'est vrai, oubliez toutes ces histoires de oui, la politique Trump, gna gna. Non. Le problème c'est un manque de moyens, c'est qu'on a des bureaucrates à qui on demande trop de choses, qui ont ni les moyens ni les thunes pour faire tout ça. C'est de la red tape. C'est de la bureaucratie crasse. Dans bureaucratie, vous avez crasse. Voilà. Une Federal Space Administration, absolument. C'est ce qu'il faudrait faire depuis longtemps. La FAA, elle date des années 50. Elle est totalement obsolète, elle n'a pas de moyens. Et le spatial a explosé en 20 ans. La FAA n'a pas explosé en 20 ans en termes de moyens pour suivre ça. Et c'est pas en changeant des régulations, mais en mettant pas plus de moyens que vous allez aboutir à quoi que ce soit. Et on a ce problème aujourd'hui et SpaceX gueule. SpaceX envoie un scud à la FAA. C'est un peu de l'hypocrisie aussi. Parce que SpaceX sait que la FAA ne va pas prendre son compte Twitter et dire « Ouais, mais on vous emmerde, gna gna !» SpaceX sait que la FAA ne va pas se défendre. Donc c'est facile d'attaquer un mec, c'est des fonctionnaires, c'est des bureaucrates, c'est facile de les attaquer parce qu'ils se défendent pas. Si SpaceX avait une paire de couilles, mais ils savent, vous pouvez pas le faire. Vous attaquez le Congrès, parce que c'est le Congrès qui est responsable de ça. C'est le Congrès qui décide de tout au niveau de la FAA en termes de budget et de moyens. On va pas se le cacher, mais SpaceX veut se faire entendre, mais sans attaquer les gens responsables. Donc on tape sur la FAA. Le problème c'est que beaucoup de gens que je suis, qui suivent le spatial, vont écouter SpaceX. Et c'est la faute de la FAA. C'est pas la faute de la FAA. C'est plus haut que ça. C'est politique, c'est de la mauvaise gestion depuis 30 ou 40 ans du spatial en général et de l'administration américaine qui ont fait qu'aujourd'hui la FAA n'a pas de moyens. Et tout traîne en longueur parce que y a aussi des gens peut-être pas très compétents, des gens pas très motivés, des gens biaisés politiquement, peut-être aussi. Allez savoir, c'est un ensemble de choses. Et on a cette situation un peu ubuesque aujourd'hui qui fait que SpaceX se retrouve retardé de 2 mois pour des questions d'écologie à la con et de balancer 3 gouttes de flotte dans une zone humide alors qu'il y avait une tempête tropicale la semaine dernière qui a inondé le merdier, quoi. Donc non, c'est un ensemble de choses. Mais ça reste très intéressant de voir un petit peu, de comprendre ça. Et ouais, il faut tenir compte que SpaceX fait du bruit pour être entendu, mais la FAA directement n'est pas vraiment responsable. Ouais, c'est con, mais c'est comme ça. Donc, mais vous voyez un peu le schéma politique de comment ça fonctionne. C'est le Congrès qui tape sur la FAA, mais le Congrès doit faire le budget de la FAA. Donc, il y a beaucoup de gens mécontents en ce moment dans l'industrie américaine. Dans le spatial américain, il y a beaucoup de gens mécontents. Et c'est bien que ça arrive, ça. Parce que ça va peut-être permettre de faire bouger les choses, de mettre des coups de pied dans la fourmilière. Et il y a des élections qui arrivent. Moi, je vous cache pas, je suis à 100% pour Trump, par défaut, parce que je pense que l'autre est une catastrophe. Et c'est vrai que Musk soit très proche de Trump va peut-être, même pas sûr, mais va peut-être aider à faire bouger les choses au niveau de la FAA, ou en tout cas de secouer le mammouth, dégraisser le mammouth. On va dire ça comme ça. Dégraisser pour que ça aille plus vite.
parce que pour l'instant, c'est une catastrophe que ce genre de choses arrive. Starship, c'est un programme stratégique majeur des US, tant pour les Space Force que pour la NASA, que pour le programme Artemis. Ça devrait aller vite. Vous avez vu les Chinois? Vous pensez que les Chinois, ils s'encombrent d'autant de choses au niveau stratif? Je suis pas sûr. Mais il faut garder une balance écologique, il faut garder une balance de sécurité, mais il faut que ça aille vite. Il faut que les choses aillent vite. Et pour que ça aille vite, il faut une volonté politique et il faut des moyens. Si vous avez la volonté politique et les moyens, tout peut aller extrêmement vite. Voilà.